Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les aspects souvent méconnus d'Internet. Le dark web. Bonjour. Oui, un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, souvent. Exactement. Alors, nos sources nous guident un peu à travers sa structure, les activités qu'on peut y trouver, légales comme illégales, on va le voir. Et son importance aussi, notamment en cybersécurité, c'est un point clé. Tout à fait. Mais avant de plonger, peut-être une petite distinction rapide. Oui, bonne idée. Alors le Deep Web, c'est, disons, tout ce qui n'est pas indexé par Google, Bing, etc. D'accord, les bases de données, les intranets, des choses souvent légitimes en fait. Voilà, c'est immense et le Dark Web, lui, c'est une toute petite partie de ce Deep Web. Une partie cachée, accessible seulement avec des outils spécifiques. Exactement. Principalement le navigateur Tor, qui garantit l'anonymat. Et c'est cette zone-là qu'on va analyser aujourd'hui. Parfait. Alors, commençons par ce qui fait souvent la une des journaux, le côté sombre. Le marché noir numérique, oui. Les sources qu'on a consultées décrivent vraiment ça. On parle de plateformes pour vendre des armes. Guns Dark Market, Euroguns. Mhm. Des services pour créer des faux papiers, genre US Fake IDs. Oui, ou même acheter des données bancaires volées. Card Shop est un exemple cité. Carrément. On peut même louer des hackers, apparemment, rent a hacker. C'est ça. Ou acheter de l'électronique volée. Des iPhones, par exemple, sur Apples for Bitcoin. Et même des médicaments illicites Camagra for Bitcoin. La liste est longue, en fait. Oui, et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces offres concernent des biens immatériels, ou facilement expédiables. Ah oui. L'information, les accès. Exactement. Et ça se prête très bien à l'anonymat de Tor et au paiement en crypto-monnaie. C'est difficile à suivre pour les autorités. Je vois. Et c'est justement cette circulation d'infos sensibles qui rend la surveillance du dark web si importante pour la cybersécurité. C'est la fameuse phase de reconnaissance dont parlent les experts. C'est ça. La reconnaissance. Il s'agit pour les professionnels de surveiller activement ces espaces. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Juste regarder si les données de mon entreprise sont en vente? C'est une partie importante, oui. Si des identifiants d'employés, des bases clients ou des numéros de carte fuitent et apparaissent là, Il faut réagir vite? très vite. Mais la veille, ça va plus loin. C'est aussi repérer des discussions sur de futures attaques, par exemple. Ah oui, Ou la vente de failles de sécurité inconnues, les Zero Days. Ou de nouveaux outils de piratage. d'accord, comprendre l'écosystème pour anticiper, en gros. Voilà. C'est de la veille stratégique, mais dans un environnement, disons, hostile et distrait. C'est fascinant. Mais alors, les sources disent aussi, et c'est là que ça devient nuancé, que le dark web, c'est pas que ça. Absolument. Et c'est crucial de le comprendre. Il y a une facette légitime, et même parfois vitale. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Prenez des annuaires comme The Hidden Wiki. Bon, ok, il liste aussi des sites illégaux, c'est vrai. Oui. Mais il référence aussi plein de services légaux et utiles. Des plateformes sécurisées pour les lanceurs d'alerte, comme SecureDrop. Ah oui, utilisé par beaucoup de médias, ça. Exactement. Ou des services d'hébergement anonymes, comme Daniels Hosting. Des forums sur la sécurité, la vie privée. Et j'ai lu aussi que des médias très connus ont leur propre site en point oignon. Tout à fait. La BBC, le New York Times, Deutsche Welle, même Radio France Internationale, ils ont des versions point oignon. Mais pourquoi faire? Pour deux raisons principales. D'abord, permettre l'accès à l'info sans censure dans les pays où le site normal est bloqué. Logique. Et ensuite, protéger l'anonymat des lecteurs. Consulter certaines infos peut être risqué dans certains contextes politiques, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est un outil pour la liberté d'expression, finalement. Aussi, oui. Et comment on navigue là-dedans, alors, si Google n'y va pas? Il y a des moteurs de recherche dédiés? Oui, il en existe, comme Amia ou Torch. Mais leur index est beaucoup plus limité que celui de Google, évidemment. La navigation est moins fluide. Et plus risqué, j'imagine. Ah oui, prudence maximale. On peut tomber sur des sites malveillants, malwares, phishing ou des arnaques. C'est un environnement où la méfiance est de rigueur. D'où l'importance d'outils comme PGP, c'est ça? Pretty Good Privacy. Exactement. PGP, c'est un standard de chiffrement. Ça permet de vérifier qu'un message ou un fichier vient bien de la personne qui prétend l'envoyer et qu'il n'a pas été modifié. Indispensable pour établir un minimum de confiance, quoi. Voilà. Et pour la simple consultation, la collecte d'infos passives, les pros utilisent souvent Tor Browser, mais dans un environnement sécurisé. Une machine virtuelle, par exemple. Typiquement, oui, pour isoler et minimiser les risques. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, le dark web, c'est loin d'être juste un repère de criminels. C'est complexe. Très complexe. C'est un espace de très forte contradiction, en fait. D'un côté, les marchés noirs, les activités illégales. Et de l'autre,
Des outils puissants pour la protection de la vie privée, la liberté d'expression, le contournement de la censure, Comprendre cette dualité, c'est fondamental. Alors, pas juste pour les experts en cyber. non, pour tout le monde qui s'intéresse un peu aux enjeux du numérique aujourd'hui. C'est un reflet assez cru des tensions de notre époque. Besoin d'anonymat contre lutte contre l'illégalité, accès libre à l'info contre censure. Et pour finir, une dernière pensée ou une question qui ressort de nos sources. Qu'est-ce que tout cela nous dit pour l'avenir? Ça soulève une question assez intéressante, je trouve. Le fait que des organisations majeures, médias, services comme Protoméel, et même des agences gouvernementales, La CIA, la police néerlandaise, j'ai lu ça aussi. Oui, pour recueillir des signalements anonymes, par exemple. Le fait que ces entités légitimes maintiennent une présence officielle sur le dark web via des sites .onion, mhm, qu'est-ce que cette adoption, même si elle est partielle, nous dit sur l'évolution du besoin d'espaces numériques sécurisés, anonymes, et ce, bien au-delà des clichés criminels qu'on associe souvent au dark web? c'est une excellente question pour réfléchir. Est-ce que l'anonymat devient un besoin plus généralisé, même pour des communications officielles ou légitimes? C'est une piste, oui. Ça interroge sur le futur de la communication sécurisée et de l'accès à l'information à l'ère numérique. Très intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.